Bien, bonjour et bonne année à tous. Je suis ravi de commencer l'année par ces 3 cours, même si le samedi matin, j'ai plutôt l'habitude de courir que de donner cours, mais enfin, on peut inverser les emplois du temps. Alors, c'est une série de cours donc, qui va s'organiser autour de 3 questions qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire je pense qu'il sera difficile de suivre le deuxième cours si on n'a pas suivi le premier, et ça sera encore pire pour le troisième. Donc il y a une certaine progressivité que je vais essayer de respecter. Le programme, je pense que vous le connaissez. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont la physique quantique est advenue, comment est-ce que les premières idées quantiques ont fait l'apparition. Et ça va nous cantonner plutôt à la période 1900, 1905, 1913. Quand on se rend compte que la physique classique est en échec, sans pour autant avoir une idée des bons concepts qui permettront de la dépasser. La semaine prochaine, on donnera quelques idées sur le formalisme quantique et on verra assez rapidement que les quantas, ou les particules quantiques, sont des objets dont le comportement est troublant, ce qui va provoquer chez les physiciens un certain nombre de controverses, de débats, parfois très polémiques. Et puis le 27 janvier, donc pour le troisième cours, on se posera la question de savoir comment on peut interpréter la physique quantique. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire interpréter pour une théorie physique? Et on évoquera plusieurs possibilités et on verra lesquelles de ces possibilités ont été rejetées par des expériences. Ça sera donc le terme de ce cours. C'est très court, 3 cours pour parler de physique quantique, c'est presque impossible. D'abord parce que la physique quantique, c'est avant tout un formalisme, c'est-à-dire un ensemble d'équations et de règles mathématiques. Ça n'est rien d'autre que ça, ce sont des équations. Et donc, si on veut la comprendre, il faut faire des mathématiques. Et ce qui m'a été demandé pour ces 3 cours, c'est plutôt d'en parler avec les mains, ce qui est impossible. D'accord? Donc on va faire des choses impossibles pendant 3 cours. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi la physique est mathématique. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des mathématiques pour faire de la physique? Pourquoi est-ce que les mathématiques sont efficaces en physique? Ça, c'est une question très intéressante qu'on ne va pas aborder et je l'évoquerai simplement de façon indirecte en citant une phrase que Laurent Schwartz, qui était professeur de mathématiques à l'école polytechnique, donnait comme réponse à tous ceux qui lui posaient la question « Pourquoi faut-il faire des mathématiques ?» Et il disait « Il faut faire des mathématiques parce que les mathématiques, ça sert à la physique. La physique, ça sert à faire des frigidaires. Les frigidaires, ça sert à y mettre des langoustes. Et les langoustes, ça sert aux mathématiciens qui les mangent et sont alors dans de bonnes dispositions pour faire des mathématiques qui servent à la physique, qui servent à faire des frigidaires, qui servent à y mettre des langoustes, etc. » Et il continuait comme ça indéfiniment. Bon, on va se contenter de cette approche pour aujourd'hui et commencer donc à discuter la question de la genèse de la physique quantique. Alors quand on regarde l'histoire, on se rend compte que la physique quantique, elle aurait pu apparaître à peu près n'importe où. Par exemple, en approfondissant la structure de l'atome, ou bien le spectre de la lumière que les atomes émettent ou absorbent. On aurait aussi pu la découvrir en étudiant les propriétés des corps solides. Mais historiquement, il s'est trouvé que la physique quantique est advenue à propos d'un problème apparemment beaucoup moins fondamental, qui était celui du spectre du rayonnement issu d'un four. Quelle est la lumière qui est contenue dans un four? C'est ce qu'on appelle le problème du corps noir, on va y revenir. Et on peut regretter cette situation d'un point de vue pédagogique, parce que le corps noir, c'est quelque chose de très compliqué, on va le voir. Et donc, il y a une certaine confusion qui règne autour de cet objet, de la façon dont on a réglé le problème du corps noir. Et cette confusion ressurgit toujours dès qu'il s'agit d'évoquer la naissance de la physique quantique. Alors pourquoi est-ce que le corps noir est un détour compliqué? Eh bien parce que ce problème, au moins au premier abord, est assez éloigné des fondements même de la physique quantique. Pourquoi? D'abord parce qu'il a trait aux photons, aux particules de lumière, et à leurs propriétés statistiques.
Ce qui complique doublement l'affaire. D'une part parce que les photons, qui sont des particules de masse nulle, sont des objets relativistes, donc décrits par la relativité. Or, en 1900, l'année cruciale dont on va parler, la relativité n'est pas encore énoncée. Et d'autre part parce que la description des photons exige de surcroît un bon bagage de connaissances quantiques. Donc on est pris dans une sorte de cercle vicieux. Et ensuite parce que le problème posé est en réalité un problème de physique statistique, dans lequel la physique quantique apparaît de façon en fait assez masquée. Bon, mais les choses ne se sont pas passées comme ça, donc je vais essayer de vous raconter comment historiquement la physique quantique est apparue. D'abord, il y a un personnage qui est évidemment central pour ce qui est de cette genèse, c'est Max Planck. Max Planck, que vous voyez ici, jeune et ensuite un peu moins jeune, qui a introduit une nouvelle constante de la physique, une constante universelle, qui s'appelle la constante de Planck. Alors on va voir comment cette constante est apparue. Elle est apparue parce que Planck avait ce qu'on pourrait appeler un projet en physique. Et ce projet venait du fait qu'il était obsédé, comme il le dit lui-même, par le second principe de la thermodynamique, auquel il avait consacré sa thèse de doctorat. Planck a passé sa thèse en 1879, et elle était consacrée au deuxième principe de la thermodynamique, dont il a d'ailleurs amélioré l'énoncé, en suggérant que le deuxième principe de la thermodynamique est un énoncé par lequel l'entropie d'un corps isolé ne peut que croître au cours du temps. Et pour lui, le second principe était un principe fondamental. C'était un principe premier de la physique. Il n'avait donc pas à être déduit d'autres principes qui viendraient par exemple de la mécanique. Et c'est pour cette raison qu'il refusait l'interprétation de l'entropie qui était proposée par Boltzmann. Vous savez que Boltzmann avait énoncé l'idée que l'entropie d'un corps est liée au mouvement des particules, des atomes, qui constituent ce corps. Il faut savoir qu'à l'époque, l'idée d'atome était une idée controversée. La plupart des physiciens ne croyaient pas à l'existence de l'atome. Boltzmann était une exception. Et il interprétait l'entropie d'un corps en termes statistiques, c'est-à-dire il la déduisait des propriétés des atomes qui constituaient le corps. Donc l'entropie était une propriété dérivée des propriétés microscopiques d'un corps. Planck refusait cette interprétation pour deux raisons. D'abord, il ne croyait pas à l'existence de l'atome. Et deuxièmement, il pensait que l'entropie était un concept fondamental et que donc ce concept ne devait pas être dérivé de concepts mécaniques ainsi que Boltzmann l'avait proposé. Et ça allait même plus loin que cela puisque il y avait un problème qui se posait à l'époque et qui d'une certaine façon se pose encore aujourd'hui, qui est le problème de la flèche du temps. Comment se fait-il que les phénomènes que nous observons autour de nous soient irréversibles? Car l'état final de l'évolution d'un système n'est jamais identique à l'état initial. C'est ce qu'on appelle l'irréversibilité des phénomènes. Comment interpréter cette irréversibilité des phénomènes alors que, d'après les équations de la physique classique, Newton notamment, toutes les évolutions sont réversibles. Dans les équations de Newton, tout est réversible, c'est-à-dire qu'un système peut repasser dans son futur dans un état qu'il a déjà connu dans son passé. Il peut revenir à son état initial. Il ne peut pas revenir à l'instant initial, évidemment, le temps n'est pas réversible. Mais l'évolution des systèmes est réversible. Et il fallait comprendre pourquoi, à l'échelle microscopique, nous voyons une irréversibilité qui n'existe pas au niveau microscopique. Et l'idée de Planck, c'était que cette irréversibilité était liée aux interactions entre la lumière et la matière. Les interactions entre la lumière et la matière fabriquent cette irréversibilité. Bon, vous savez qu'il s'est trompé sur ce point. Il a mal interprété les équations de Maxwell qui décrivent justement ces interactions parce que ces équations de Maxwell sont réversibles. Elles ne sont donc pas responsables de l'irréversibilité qu'on observe à l'échelle macroscopique. Mais c'était ça, ce projet-là qu'il animait. Et pour donner corps à ce projet, il a voulu tirer tout ça au clair en étudiant le spectre d'un corps noir. Alors on va voir pourquoi il avait choisi le corps noir, il n'était pas le seul d'ailleurs. Il s'était dit que dans un corps noir, il y a des interactions entre la lumière et la matière,
Et que donc, en étudiant le corps noir, et notamment son spectre, alors ce qu'on appelle son spectre, c'est l'ensemble des fréquences lumineuses qu'on trouve présentes à l'intérieur d'un corps noir, il pensait qu'il allait montrer l'origine de l'irréversibilité et en quelque sorte montrer que l'interprétation de l'irréversibilité qui était faite par Boltzmann était fausse. C'était ça son projet. Ça n'était donc pas de mettre en faillite la physique classique. Ça n'était pas de partir d'une faillite de la physique classique comme on l'a trop souvent écrit. On dit qu'il y avait un problème avec la physique classique que Planck a résolu. En fait, Planck n'a jamais cru qu'il y avait un problème avec la physique classique. Alors, qu'est-ce qu'un corps noir? Alors, d'un point de vue idéal, d'ailleurs le corps noir est un corps idéal, il n'existe pas de corps noir absolu, c'est parfait, donc c'est une sorte d'idéalité, c'est un corps dans lequel les interactions entre la lumière et le rayonnement, entre la matière et la lumière, sont suffisamment nombreuses pour que s'instaure un équilibre entre l'énergie sous forme de matière et sous forme de rayonnement. Donc c'est un objet dans lequel la lumière interagit avec la matière d'une façon suffisamment intense et suffisamment fréquente pour qu'une sorte d'équilibre entre lumière et matière s'instaure. Et quand c'est le cas, on a donc un équilibre entre la lumière et les matières, on peut alors définir la température d'un tel objet. Donc un corps noir est un corps qui se caractérise par sa température. Et quand vous avez un tel objet, eh bien, il y a une façon de le traiter, qui a d'ailleurs été adoptée par des physiciens du 19e, comme Jeans et Rayleigh, qui consiste à dire, mais finalement, un corps noir, c'est la même chose qu'un gaz. C'est un gaz dans lequel on aurait remplacé les molécules qui constituent le gaz par du rayonnement. Et donc, certains modèles pour décrire le corps noir ont consisté à dire que on peut traiter similairement la lumière dans un corps noir et les molécules dans un gaz. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz? C'est un ensemble de molécules en mouvement, vous le savez, dans lequel il y a ce qu'on appelle une équipartition de l'énergie. C'est-à-dire que toutes les molécules dans le gaz, en moyenne, ont la même énergie. Il y en a qui sont plus rapides, d'autres plus lentes, mais en moyenne, elles ont toutes la même énergie. Et si vous avez un gaz qui contient deux sortes de molécules, certaines qui sont plus lourdes que les autres, eh bien, les molécules les plus lourdes auront des vitesses plus faibles que les molécules plus légères, qui elles seront plus rapides. Mais en moyenne, les énergies de toutes les molécules seront les mêmes. Prenez l'exemple d'un gaz qui serait constitué, par exemple, d'hydrogène et d'oxygène. L'oxygène, O2, est 16 fois plus lourd que l'oxygène. Eh bien, en moyenne, dans un gaz constitué d'oxygène et d'hydrogène, les molécules d'oxygène sont 4 fois moins rapides que les molécules d'hydrogène. Le rapport des masses, c'est 16, le rapport des vitesses, qui intervient par son carré, c'est donc racine de 16, c'est 4. D'accord? Donc, en moyenne, toutes les molécules, quelle que soit leur masse, ont la même énergie. C'est ce qu'on appelle l'équipartition de l'énergie. L'énergie du gaz se distribue équitablement sur toutes les molécules. Les gens se sont dit dans un corps noir, c'est la même chose. Il y a plusieurs fréquences de rayonnement et l'énergie du corps noir va se distribuer sur toutes ces fréquences. Et ça va poser des problèmes. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas aller, qu'on va appeler la catastrophe ultraviolette. Mais je vous fais d'abord une remarque pour que vous compreniez la suite. Parce que l'idée de ce cours, j'aurais dû le dire en préambule, c'est pas de vous faire toute la physique quantique, parce que c'est impossible. C'est de faire en sorte que le peu que je vais dire soit compréhensible. Donc je vais aller lentement, et sur les points que je vais aborder, je vais essayer d'aller dans les détails, pour que vous compreniez. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il me semble. Alors je vous fais une remarque, c'est que dans un gaz, imaginez que dans un gaz, les molécules aient une taille nulle, une dimension nulle. Ce sont des points matériels sans extension spatiale. Eh bien, ce que je viens de dire serait faux. Il ne pourrait pas y avoir équipartition d'énergie. D'accord? Parce que si les molécules ont une taille nulle, elles n'ont plus de choc. D'accord? Donc si dans un gaz, vous injectez un gaz chaud qui a des vitesses rapides et un gaz froid qui a des vitesses lentes, eh bien, l'énergie ne va pas s'équirépartir puisque les gaz chauds vont rester chauds et le gaz froid va rester froid. Ce qui permet l'équipartition de l'énergie, ce sont les collisions entre les molécules.
Au gré des collisions, les molécules les plus rapides vont se ralentir, les plus lentes vont s'accélérer, et on va ainsi atteindre un équilibre. S'il n'y a pas de collision, eh bien, les températures de chaque gaz restent les mêmes et il n'y a pas d'équilibre qui apparaît. Maintenant, si je prends une cavité dont les parois sont absolument réfléchissantes, c'est-à-dire que quand il y a de la lumière qui rebondit sur ces parois, elle rebondit complètement. Il n'y a pas d'absorption par la paroi de la cavité, c'est donc un miroir parfait. Imaginons que dans une cavité vide, j'injecte de la lumière bleue, donc il y a une certaine énergie. Cette lumière bleue va rebondir sur les parois de la cavité et elle va rester bleue. Si maintenant j'injecte de la lumière rouge, la lumière rouge va rebondir sur les parois qui sont absolument réfléchissantes et elle va rester rouge. Le bleu et le rouge ne se mélangeront pas. Donc une telle situation n'est pas un corps noir. Pour qu'un corps noir soit un corps noir, il faut que la lumière interagisse avec la matière. Et il faut que la matière qui constitue les parois, ce ne soit pas du tout un miroir qui réfléchit bêtement la lumière, ce soit une matière capable d'absorber et d'émettre toutes les longueurs d'onde. Donc si les parois ne sont plus des miroirs, mais si ce sont des parois d'un corps noir, alors la lumière bleue, en atteignant les parois, va cesser d'être complètement bleue, elle va se transformer en rouge, en vert, peut-être en ultraviolet, etc. Et réciproquement, le rouge va pouvoir faire la même chose. D'accord ? Donc pour qu'il y ait un corps noir, vous voyez, il faut qu'on n'ait pas des parois absolument réfléchissantes, il faut qu'on ait une interaction entre la lumière et la matière qui permette l'absorption et l'émission de toutes les longueurs d'onde. Et dans ces conditions, on aura donc un spectre de lumière qui va rassembler toutes les fréquences possibles dans la cavité, et ce spectre va dépendre uniquement de la température. D'accord ? Donc vous voyez que ça, c'est des nuances importantes à comprendre pour la suite. Les analogies entre gaz et corps noir sont assez fortes. Et les gens l'avaient noté, et c'est un peu ça qui va les tromper, en fait. C'est qu'on va voir qu'un corps noir ne se comporte pas, pour ce qui est du rayonnement, et des fréquences possibles de rayonnement, comme se comporte un gaz. Alors, ce qu'on va comprendre dès le milieu du 19e siècle, ça c'était avant Planck, c'est Kirchhoff, c'est que le spectre en fréquences, c'est-à-dire l'ensemble des fréquences présentes dans un corps noir, ne dépend que de la température du corps noir. Ça ne dépend pas du tout de la matière qui constitue ses parois, ça ne dépend pas de sa forme, etc. Ça ne dépend que de sa température. D'accord ? Donc quand vous regardez le spectre d'un corps noir, vous voyez que quand on a des températures basses, on a du rouge, à 5000 Kelvin, on a plutôt du bleu, le soleil est quelque part par là. Quand on monte en température, on va vers des fréquences de plus en plus élevées et on va vers l'ultraviolet. Donc si on trace le spectre, l'ensemble des fréquences possibles, ou des longueurs d'onde, c'est pareil, hein. Les longueurs d'onde et les fréquences sont reliées l'une à l'autre, eh bien on a ce type de courbe. Là je l'ai mise en logarithme, c'est-à-dire c'est des puissances de 10 qui mesurent la longueur d'onde, et c'est des puissances de 10 qui mesurent l'intensité du rayonnement à une longueur d'onde donnée. Et donc plus la température est élevée, plus on descend vers les petites longueurs d'onde, donc plus on va vers les grandes fréquences, et plus on va vers les rayonnements énergétiques. Donc quand vous avez un corps qui est à 100 degrés, par exemple de l'eau qui bout, eh bien le spectre il est centré sur l'infrarouge, c'est un spectre qui est donc invisible, c'est une lumière qui est absorbée par la peau, et qui, lorsqu'elle est absorbée par la peau, provoque une sensation de chaleur. Donc vos radiateurs, ils provoquent ce genre de choses, ils chauffent avec une lumière qui est invisible. Si au contraire vous montez la température à 2000 degrés, c'est typiquement la température du filament d'une ampoule, eh bien vous avez de la lumière blanche, c'est de la lumière qui contient toutes les longueurs d'onde visibles. Donc du bleu, du vert, de l'orange, du rouge, etc. Si vous montez encore la température, 6000 degrés, c'est la température d'un arc électrique, eh bien vous avez plutôt du bleu, et vous allez même jusqu'aux fréquences ultraviolettes, donc à des fréquences qui elles-mêmes sont invisibles. Donc plus vous montez la température, plus vous décalez les fréquences du corps noir vers des valeurs élevées, donc vers des énergies élevées. D'accord ? Alors, rapidement, les formules, on ne va pas s'y attarder, je vous les montre pour ceux que ça intéresse, mais je ne vais pas les commenter excessivement. Je vous raconte juste en quelques étapes l'historique du spectre du corps noir.
Et on va d'ailleurs remarquer que vous avez une accélération de l'histoire pendant l'année 1900, alors que les étapes antérieures sont plutôt des étapes plutôt lentes. La première étape importante, c'est 1792. C'est un physicien anglais qui s'appelle Wedgwood qui remarque que tous les corps qu'on chauffe deviennent rouges à la même température, quelle que soit leur nature. Que vous chauffiez un bout de bois, un métal ou n'importe quoi d'autre, la température à laquelle le corps chauffé devient rouge est la même pour tous les corps. Ça veut dire qu'il se passe là quelque chose qui est universel, qui ne dépend pas de la nature particulière des corps. Et c'est d'ailleurs cette universalité qui va intéresser les physiciens du 19e. Ils se disent, si le corps noir exhibe de l'universel, c'est qu'il est un moyen pour nous de découvrir des lois physiques. En 1859, Kirchhoff, qui lui était allemand, montre que le spectre du corps noir ne dépend que de la température à partir d'arguments thermodynamiques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En 1879, Stefan montre que la densité d'énergie d'un corps noir est proportionnelle à la puissance 4 de la température. Donc ça veut dire que vraiment l'énergie contenue dans un corps noir augmente très rapidement avec la température. Quand vous doublez la température, vous multipliez par 2 à la puissance 4, d'accord, c'est-à-dire par 16, l'énergie qui est contenue dans ce corps noir. D'accord. Bon, ensuite, Wien, physicien allemand, en 1893, à partir d'arguments empruntés à la thermodynamique, montre que le spectre, alors le spectre, vous voyez, le spectre, c'est ce que j'ai appelé U de nu et de T. Bon, T, on a dit que le spectre ne dépend que de la température. D'accord, donc je mets la température. Et le spectre, c'est la variation d'intensité U en fonction de la fréquence. Et là, il y a plusieurs fréquences possibles. Chaque fréquence a une certaine intensité. Et le spectre, c'est la variation de cette intensité quand la fréquence varie pour une température donnée. Et Wien montre que, en fait, cette fonction, ce spectre, a une forme qui est de ce type. Donc c'est la variable nu sur T qui est le paramètre important, si vous voulez, la variable importante. Ensuite, en 96, il précise cette dépendance par ce qu'on appelle la formule de Wien, qui est une formule théorique, qui va se révéler fausse. En fait, elle marchait pour un certain type de fréquence et elle ne marchait plus pour d'autres fréquences. D'accord ? Ensuite, il y a une étape importante, qui est juin 1900, dans laquelle Jeans et en fait Rayleigh, le physicien que je citais tout à l'heure, publient une autre formule, d'accord, qui ils ont calculé d'un point de vue théorique en assimilant le corps noir à un gaz. Donc ils ont fait le raisonnement que j'ai évoqué tout à l'heure. Et le raisonnement que j'ai évoqué tout à l'heure les conduit à cette formule, d'accord, et on voit que le spectre dépend de la puissance cubique de la fréquence. Puissance cubique de la fréquence. D'accord ? C'est-à-dire que si vous intégrez ce spectre sur toutes les fréquences, vous allez avoir une intégrale qui sera infinie. D'accord ? Donc si le spectre du corps noir, c'est le spectre calculé par Jeans, en faisant l'hypothèse que les modes de rayonnement sont comme les molécules dans un gaz, et que c'est sur ces modes que se distribue l'énergie du corps noir, on aboutit à l'idée qu'un four, donc en gros un corps noir, explose. Quelle que soit sa température, d'ailleurs. Il explose, il contient une énergie infinie. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. D'accord ? C'est à cause des grandes fréquences. Quand vous intégrez, c'est les grandes fréquences qui font diverger l'intégrale. D'après la formule de Jeans, n'importe quelle enceinte dans laquelle il y a un équilibre entre le rayonnement et la matière est une bombe. Un feu de cheminée est une bombe, un four est une bombe, etc. Ce qui est contraire à l'expérience. D'accord ? Et alors, dans les bouquins rapidement écrits, on vous explique que Planck est arrivé tel un Zorro avec des nouveaux concepts pour résoudre le problème de la catastrophe ultraviolette. C'est complètement faux. Complètement faux. C'est une façon rapide de dire les choses, commode, mais fausse. Pour plein de raisons. D'abord, le mot catastrophe ultraviolette, personne ne l'a utilisé avant 1911. Celui qui a inventé cette expression, c'est Ehrenfest, un physicien dont on va parler, qui l'a évoqué lors du congrès Solvay de 1911. D'autre part, Planck connaissait l'article de Jeans, évidemment. Mais il n'y a accordé aucun crédit pour une raison simple. C'est que Planck ne croyait pas à l'hypothèse d'équipartition de l'énergie parce qu'il contestait l'interprétation statistique de l'entropie de Boltzmann. D'accord ? Donc tout ça pour vous dire que
la catastrophe ultraviolette, c'est-à-dire le fait que l'énergie dans un corps noir devrait être infinie, n'a joué, contrairement à ce qui est écrit partout, aucun rôle dans la naissance de la physique quantique. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Planck, lui, travaillait tout seul dans une autre voie. Il y avait des querelles entre physiciens, entre ceux qu'on appelait les énergétistes, qui ne croyaient pas à l'atome, et puis les gens comme Boltzmann qui croyaient à l'atome. Planck, il était entre les deux. Il n'était ni pour l'un ni pour l'autre. Planck ne croyait pas à l'atome, et il ne croyait pas à l'énergétisme. Donc il était complètement en dehors de la querelle qui opposait les deux grands groupes de physiciens. Et du coup, on l'a laissé tranquille. Il travaillait, il suivait son chemin tout seul. Et lui, il a essayé d'interpréter la formule du corps noir en calculant l'entropie élémentaire de chacun des résonateurs qui constituaient les parois d'un corps noir. Ça l'a amené à cette formule. D'accord ? Cette formule qui est déduite d'un calcul qu'il a fait de l'entropie qu'on doit attribuer à chacun des résonateurs, qui n'appelaient pas des atomes d'ailleurs, qui constituent la paroi d'un corps noir. D'accord ? Et il se trouve que cette formule, qu'il a présentée le 19 octobre à l'Académie des sciences de Berlin, a été immédiatement vérifiée par les expérimentateurs. Le lendemain même, il recevait une carte postale d'un expérimentateur, dont j'ai oublié le nom, qui lui disait « cette formule colle parfaitement avec les mesures ». D'accord ? Donc ça, c'est la bonne formule du corps noir qui donne le spectre pour une température donnée, c'est-à-dire la façon dont l'intensité se distribue sur toutes les fréquences. C'est la formule du corps noir. D'accord ? Elle fonctionne. Le fait qu'elle colle parfaitement avec l'expérience, c'est troublant. Il faut l'interpréter. Et là, entre le 19 octobre 1900 et le 14 décembre 1900, Planck va faire un truc insensé. Il le dit lui-même. Il va quasiment pas dormir pendant des semaines et il va accomplir ce qu'il appelle lui-même un acte de désespoir. C'est-à-dire, lui qui ne croit pas à l'atome, lui qui ne croit pas à l'interprétation statistique de l'entropie, il va faire comme si Boltzmann avait raison. D'accord ? Il va intellectuellement faire des calculs de complexion, comme on dit, c'est-à-dire il va faire l'hypothèse que l'énergie du corps noir elle est distribuée sur différents modes de fréquence. Il va utiliser une interprétation statistique de l'entropie, conformément à ce que Boltzmann prétendait. À l'époque, en 1900, je vous rappelle, personne n'avait prouvé l'existence de l'atome. D'accord ? Donc il va faire des choses qui, selon lui, sont contre nature. D'accord ? Mais une fois qu'il l'a fait, eh bien, il tombe sur une nouvelle formule qui en fait est la même. Simplement, les constantes alpha et bêta sont remplacées par des constantes qui font intervenir H, une nouvelle constante de la physique qui s'appelle la constante de Planck. Pourquoi elle s'appelle H ? Parce que H, c'est l'initiale de Hilfe, mot allemand qui signifie au secours. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a utilisé cette constante pour sauver la situation. Dans un acte de désespoir. D'accord ? Et dans le calcul intermédiaire qui lui a permis de passer de cette formule à cette formule, à un moment, il écrit epsilon égale h nu. Et c'est l'écriture de cette formule epsilon égale h nu, c'est-à-dire l'énergie d'un résonateur est proportionnelle à la fréquence, avec une constante de proportionnalité qui s'appelle h. C'est cette formule qui, en fait, résout le problème de la catastrophe ultraviolette. Alors on va voir comment tout à l'heure, on va voir pourquoi cette formule miracle résout les problèmes. C'est en fait assez subtil, comme vous allez voir, mais comme c'est une formule intermédiaire qui n'a pas de trace dans la formule finale, il n'y accorde pas vraiment d'importance. En fait, on comprend aujourd'hui que cette formule signifie que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière ne sont pas quelconques. Ils sont quantifiés. D'accord ? Les échanges d'énergie sont quantifiés. D'accord ? Et Planck, lui, il n'a jamais cru à ça. Enfin, il s'y est rallié à la physique quantique dans les années 1908-1909. Mais entre 1900 et 1908,
il n'a pas cru à ses calculs. Pour lui, c'était simplement un artefact numérique qui permettait de tomber sur la bonne formule, mais qui n'avait aucune réalité physique. C'était un truc mathématique, comme le disait lui-même. D'accord ? Donc Planck n'a jamais pensé, en écrivant cette formule, qu'il mettait par terre la physique classique. D'ailleurs, il n'y a pas eu de révolution quantique en 1900. L'article de Planck, celui qui est déduit, qui a été publié en janvier 1901, qui contient cette formule, n'a été cité par personne pendant 5 ans. Alors pour une révolution, elle est discrète. Le premier qui cite Planck, c'est Einstein, dans son papier de 1905. D'accord ? Donc Planck n'a pas eu conscience qu'il venait de faire la révolution. Et personne autour de lui n'en a eu conscience. Alors, peut-être que vous posez la question de savoir de façon concrète ce qu'est un corps noir. Ben, le Soleil, c'est un corps noir. D'accord ? Le Soleil, vous allez me dire, quand vous sortez de l'atmosphère, ce qui n'est pas courant, ben, le Soleil, il est plus jaune ou orange comme on le voit d'ordinaire, il est bleu. D'accord ? Mais du fait de la diffusion atmosphérique, alors la diffusion, c'est ce processus par lequel les photons sont bousculés par toutes les molécules qui sont dans l'atmosphère, la diffusion elle est plus efficace dans le bleu que dans le rouge. Et c'est pour ça que, vu du sol, le Soleil nous apparaît plutôt blanc, un peu jaune, alors qu'en réalité, il est bleu compte tenu de sa température qui est de 5700 degrés. Donc si vous vous rappelez le spectre que j'ai montré tout à l'heure, ça le fait. Et regardez, là c'est en pointillé le spectre d'un corps noir de 5700 degrés. De n'importe quel corps noir, puisque le spectre ne dépend que de la température. Donc tous les corps noirs dont la température est de 5700 degrés ont un spectre, donc une distribution de l'intensité avec la fréquence qu'ils émettent, ou la longueur d'onde, qui est cette courbe pointillée. Voilà le spectre du Soleil quand on sort de l'atmosphère. Vous voyez qu'il fit parfaitement, enfin quasi parfaitement, avec le spectre d'un corps noir, et c'est pour ça qu'on dit que le Soleil est un corps noir. C'est pas difficile à comprendre, hein, c'est que dans le Soleil, il y a énormément d'interactions entre la lumière qu'il émet à l'intérieur du Soleil et puis les noyaux qui sont là, la matière qui est là. Il y a énormément d'interactions et donc on est exactement dans la situation par laquelle je définissais un corps noir tout à l'heure. Hein, les photons mettent un temps fou à sortir du Soleil. Ils mettent beaucoup plus de temps à sortir du Soleil, des centaines de milliers d'années, que pour venir du Soleil jusqu'à chez nous, c'est 8 minutes. Donc ils ont le temps d'interagir. D'accord ? Maintenant, quand vous regardez le spectre du Soleil vu depuis le sol, vous avez la courbe qui est là, avec vous voyez, des pics d'absorption, il y a des longueurs d'onde qui traversent pas l'atmosphère, et donc le spectre est atténué par rapport à celui qu'il est hors de l'atmosphère. Une remarque avant que j'aille un peu plus loin dans l'explication. La remarque, c'est que la formule de Planck marche admirablement bien, incroyablement bien. D'accord ? Pas aux yeux de tout le monde, j'ai reçu ce matin, avant de venir ici, un courrier de 2 professeurs de Metz, professeurs de physique, visiblement assez âgés, qui prétendent que la formule de Planck est fausse. Et ils me proposent un modèle alternatif que j'ai pas eu le temps d'étudier, mais qui est manifestement faux. D'accord ? D'accord ? Pour vérifier la formule du corps noir, une formule de Planck, il faut se mettre dans un corps noir. D'accord ? Et coup de chance, nous sommes dans un corps noir. D'accord ? Nous baignons dans un rayonnement fossile, le rayonnement du Big Bang, si vous voulez, ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique, qui résulte du fait que quelques milliers d'années après le Big Bang, quelques millions d'années après le Big Bang, la matière s'est découplée de la lumière, d'accord ? Et cette lumière a les propriétés, à partir de ce moment-là, cette lumière avait les propriétés d'un corps noir. Elle s'est refroidie puisque l'univers est en expansion, et ce rayonnement cosmologique a une température qui est voisine de 3 Kelvin, donc 3 degrés absolus, d'accord ? Et le spectre a été parfaitement mesuré par le satellite COBE, et puis plus précisément par le satellite WMAP. Et quand vous regardez le spectre du rayonnement cosmologique, donc le rayonnement diffus dans lequel nous baignons, vous voyez que c'est exactement le spectre d'un corps noir. Les points, c'est la mesure, la courbe, c'est la courbe théorique. D'accord ? Il y a quelques inhomogénéités qui ont été repérées par COBE et WMAP qui permettent de comprendre l'origine des galaxies. C'est ces petites variations qui ont créé les zones d'accumulation dans lesquelles la matière s'est agglomérée et a fabriqué les galaxies. Mais vous voyez qu'on là, on a une preuve parfaite à la fois de la formule de Planck et de la théorie du Big Bang, d'accord ? Et si vous lisez le journal,
vous savez que ces résultats-là, en fait, l'obtention de cette courbe a valu à George Smoot et John Matter le prix Nobel de physique en 2006. Donc c'est récent. Alors maintenant, j'en viens à l'explication de la formule de Planck. Pourquoi est-ce que la formule de Planck empêche l'explosion des fours? C'est quand même une question importante. Alors, c'est que Jeans, quand il a fait son calcul, qui conduit à la catastrophe ultraviolette, a oublié une chose. C'est que dans un gaz de volume donné, il y a un nombre fini de molécules. Fini, ça veut dire non infini. C'est un nombre très élevé. Hein. Dans une mole, vous avez 6, 10 puissance 23 molécules, c'est beaucoup. Mais c'est fini, c'est pas infini. Alors que dans une cavité qui contient du rayonnement, il y a un nombre infini de modes possibles. Pensez à une corde de guitare, il y a la vibration fondamentale, et puis il y a tous les harmoniques. Il y a une infinité d'harmoniques. Ben, quand vous prenez une cavité de volume fini, eh bien, il y a des modes qui sont autorisés par la cavité, qui sont des modes discrets, on peut les numéroter si vous voulez, mais ils sont infinis. Il y en a une infinité. D'accord? Alors maintenant, si je dis que toute l'énergie du corps noir se répartit sur tous les modes du rayonnement dans les cavités, de la même façon que l'énergie d'un gaz se répartit sur toutes les molécules d'un gaz. Vous voyez que s'il y a une énergie finie dans la cavité, je dois la répartir sur un nombre infini de modes, ce qui veut dire que chaque mode a une énergie nulle. C'est bizarre. Vous avez un truc qui a une énergie finie et qui se distribue sur des modes qui du coup ont une énergie nulle parce qu'ils sont en nombre infini. C'est bizarre. Il y a une façon de voir le problème. C'est que, prenons l'analogie du piano. Vous appuyez sur une touche de piano. Ça fait une note. Bon, cette note, elle va finir par s'atténuer. Mais dans un piano parfait, elle ne s'atténuerait pas. S'atténuerait pas. Maintenant, imaginez qu'il y a en fait un couplage entre les différentes notes, entre les différentes touches du piano plutôt, de la même façon qu'il y a un couplage entre chaque longueur d'onde de la cavité et toutes les autres, puisque la matière peut transformer une longueur d'onde en n'importe quelle autre. Donc vous appuyez sur une touche, eh bien le théorème d'équipartition de l'énergie vous dit que l'énergie que vous avez mise dans cette touche va se redistribuer sur toutes les touches du piano. Il y en a combien? Il y en a 88, je crois. 88, c'est ça? Donc l'énergie que vous avez mise sur une touche va se distribuer sur les 88 touches du piano. Comme il y a un nombre fini de touches, ça ne pose pas de problème. Mais dans un corps noir, il y a un nombre infini de touches. D'accord? Donc vous allez appuyer sur une touche, à une fréquence, disons, audible, et bien cette énergie va se distribuer sur toutes les touches qui sont en nombre infini, et vous allez fabriquer des sons inaudibles, de la même façon qu'un corps noir devrait fabriquer de la lumière ultraviolette. Donc en appuyant sur une touche, vous allez remplir d'énergie tous les modes jusqu'à l'infini. Et ça explose. Vous mettez un peu d'énergie sur des modes dont les fréquences vont jusqu'à l'infini, ça explose. D'accord? C'est ça la catastrophe ultraviolette. Normalement, en appuyant sur un piano, qui a un nombre infini de touches, ça devrait exploser. De la même façon qu'en allumant un feu de n'importe quelle température, ça devrait exploser. Évidemment, ça c'est contraire à l'expérience. Alors en quoi la formule de Planck empêche-t-elle ce processus? La formule de Planck, c'est que l'énergie, voilà, c'est que entre un résonateur, ou disons un atome, pour être plus concret, enfin si tant est qu'un atome soit plus concret qu'un résonateur, un atome qui est dans une paroi du corps noir ne peut interagir avec la lumière qui est dans le corps noir qu'en échangeant des paquets d'énergie de valeur h nu. D'accord? Donc l'atome peut absorber du mode de fréquence nu une énergie h nu, ou bien 2h nu, ou bien 3h nu, ou bien etc. D'accord? Il ne peut pas absorber de l'énergie à des quantités autres que celle-là. Par exemple, un atome ne peut pas absorber du mode nu, de fréquence nu, une énergie 1/2 de h nu. C'est impossible.
C'est H nu, c'est un nombre entier de fois H nu. D'accord ? Pensez, je sais pas moi, au beurre que vous achetez au supermarché. Peut-être qu'il y a des jours, vous avez envie d'acheter 356 grammes de beurre, 254. Ben, c'est impossible. D'accord ? Vous devez acheter votre beurre par paquet d'une demi-livre. D'accord ? Ça veut dire que les échanges de beurre dans les supermarchés se font par quanta de beurre de valeur une demi-livre. Alors que le beurre peut exister en n'importe quelle quantité. Mais il ne peut s'échanger que par paquet d'une demi-livre. D'accord ? C'est ça l'idée. La lumière ne peut interagir avec la matière que par quanta, de même que le beurre ne s'échange que par quanta. Ok ? Alors maintenant, quelles sont les conséquences de cette hypothèse ? Regardez, là, j'ai tracé la fréquence sur l'axe. Donc là, j'ai la fréquence fondamentale, puis la fréquence 2, donc là, le double, l'harmonique, le premier harmonique, puis 3, puis 4. Puis en fait, ça va jusqu'à l'infini. Il y a une infinité de fréquences possibles pour la lumière. D'accord ? Et là, je mets la barre équipartition de l'énergie. C'est-à-dire, si l'énergie de mon corps noir est distribuée sur tous les modes, eh bien, ce mode-là doit avoir cette énergie-là, le deuxième celui-là, et jusqu'à l'infini. Évidemment, quand vous faites la somme de l'énergie répartie sur chacun des modes jusqu'à l'infini, vous tombez sur l'infini. C'est la catastrophe ultraviolette que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, que dit l'hypothèse de Planck ? Vous voyez que là, je vais tracer la droite, epsilon égale h nu. Donc l'énergie est proportionnelle à nu. Donc quand n vaut 1, c'est cette droite-là. Là, c'est epsilon égale h nu. Puis là, j'ai la droite epsilon égale 2h nu, epsilon égale 3h nu, 4h nu, etc. Ok ? Alors maintenant, que me dit Planck ? Il me dit que la lumière ne peut s'échanger avec la matière que par paquet h nu. Donc, si je prends le mode 1, donc la fréquence la plus basse, eh bien, on peut échanger cette quantité-là, etc. Et donc, pour satisfaire au principe d'équipartition de l'énergie, on peut en l'occurrence échanger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quasiment quanta. Donc, c'est mal fait mon dessin, je l'ai fait à la main, d'une main tremblante. Donc, normalement, la distance entre tous ces points verts devrait être la même h nu. D'accord, mais bon, j'ai mal fait mon travail, je préciserai ça peut-être pour la prochaine fois. D'accord, mais en gros, à cette fréquence-là, la lumière et la matière peuvent échanger 9 quanta d'énergie. Maintenant, si je prends la fréquence double, donc les quantas sont plus gros, donc on peut en échanger moins. Puis je prends la trips, on peut en échanger encore moins, etc. Et puis si je monte en fréquence, vous voyez bien qu'il y a un moment où un quanta d'énergie représentera une quantité d'énergie plus petite que ce qu'impose l'équipartition de l'énergie. C'est-à-dire que si la fréquence devient élevée, un quanta contient tellement d'énergie que l'équipartition de l'énergie ne lui permet pas de l'avoir. Ça veut dire que la lumière et la matière ne peuvent pas échanger de quanta correspondant à des fréquences trop élevées. Du coup, on tue la catastrophe ultraviolette. Les modes d'énergie très élevés ne sont pas échangés. Et donc, le spectre, quand on l'intègre sur les fréquences, au lieu d'être infini dans le cas de la formule de Jeans, qui donne la catastrophe ultraviolette, devient un spectre d'intégrale finie. Donc l'énergie contenue dans un four est une énergie finie, et non plus infinie. D'accord ? Donc la conclusion, je ne sais pas si j'ai été clair, mais je suis prêt à répéter autrement. Le fait que l'énergie ne peut s'échanger entre la matière et le rayonnement que par paquet d'énergie de valeur h nu empêche la catastrophe ultraviolette. Grâce au quanta, on peut faire chauffer un four sans qu'il nous explose à la figure. Il faut donc les remercier. Les quantas permettent la cuisson des aliments. D'accord ? Bon, dans les 5 années qui suivent la publication de l'article de Planck, silence radio. Personne ne parle des quantas. Alors, le premier qui va en reparler, c'est Einstein, dans son article de mars 1905, donc le premier article de sa série miraculeuse de 1905, dans un article qui s'appelle « Un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière ». Bon, en fait, ce que fait Einstein,
c'est qu'il met la constante de Planck dans la lumière elle-même. C'est-à-dire, au lieu de dire que la lumière ne peut s'échanger que par paquets h nu avec la matière, dans ses interactions avec la matière, il dit non seulement elle ne peut s'échanger que par paquets, mais en plus, elle est constituée de paquets. Non seulement le beurre s'échange par paquet d'une demi-livre, mais le beurre est constitué de paquets d'une demi-livre. D'accord? Et il prétend que c'est la seule façon de comprendre l'effet photoélectrique que je voulais vous raconter, mais le temps passe et je crois que ça ne va pas être possible, mais peut-être vous pourrez lire. C'est transparent à tête reposée. Là, j'ai simplement cité quelques phrases de l'article d'Einstein. D'accord? Et c'est là que vraiment les quantas vont naître. D'accord? Donc Einstein est en fait l'inventeur des quantas au sens où c'est lui qui a pris au sérieux toutes les implications de la formule de Planck. Il a plus pris au sérieux la formule de Planck que Planck lui-même. D'accord? Donc à ce titre, il est l'inventeur des quantas, mais comme nous le verrons lors du 3e cours, il n'aimera pas les quantas. Il les a inventés, mais il ne les a pas aimés. Il va s'opposer à ce qu'on appelle l'interprétation orthodoxe de la physique quantique. D'où le petit dessin que j'avais mis sur mon premier transparent, une phrase tirée d'une lettre d'Einstein à De Broglie dans laquelle il dit vraiment les quantas, il commence à me pomper l'air, si vous me passez l'expression. Donc la véritable naissance de la physique quantique, c'est 1905. Non pas où on aurait, dès cette année-là, le formalisme de la physique quantique, mais on comprend cette année-là que la physique classique est en train de mourir. Bon, je passe tout ça parce que j'ai pas le temps. Et j'en viens à une autre date très importante qui est 1913. 1913, c'est l'année au cours de laquelle la constante de Planck, qui avait fait son entrée dans la lumière en 1905, va faire son entrée dans la matière. D'ailleurs, on pourrait raconter toute l'histoire de la physique quantique comme une sorte de colonisation de toute la physique par la constante H. H va pénétrer toute la physique, petit à petit, sauf la gravitation, on y reviendra peut-être, et ça va se faire progressivement. Donc 1913, la constante de Planck fait son entrée en matière. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on connaît déjà l'existence de l'atome. L'atome a été découvert expérimentalement en 1906, à la suite des papiers théoriques d'Einstein de 1905, par Jean Perrin. D'accord? On sait que les atomes émettent de la lumière, et là, on a quelques raies dans la partie visible du spectre, qui sont les raies émises par l'hydrogène, donc à des longueurs d'onde que j'ai indiquées ici. Donc on sait que le spectre de la lumière émise par les atomes est un spectre discret, c'est-à-dire il y a certaines valeurs de l'énergie pour la lumière émise qui sont autorisées, et puis d'autres qui sont interdites. En 1911, un certain Rutherford avait fait une expérience assez célèbre, qui avait montré que l'atome, en fait, est un édifice composite. On pensait que l'atome était insécable, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait appelé atome, qui ne peut pas être coupé. Et puis on découvre qu'en fait, l'atome, il a une structure interne, il contient des particules plus petites que lui. Donc il contient un noyau, et puis des électrons qui tournent autour. D'accord? Alors dans le cas de l'hydrogène, le noyau, c'est tout simple, c'est un proton. C'est le plus petit des noyaux, le proton, autour duquel tourne un seul électron, et ça fait le proton plus électron, l'atome d'hydrogène. Et Rutherford, il s'était dit, il a écrit un papier absolument incroyable en 1911, dans lequel il dit, finalement, un atome, c'est comme un système planétaire, dans lequel vous remplacez le Soleil, autour duquel tournent les planètes, par le proton, ou le noyau, d'une façon plus générale, et puis vous remplacez les planètes qui tournent autour du Soleil par les électrons. Donc c'est la même chose que le système solaire, sauf qu'on a remplacé la nature des objets. Quel était son argument? C'est que la force électrique qui fait que les électrons sont attirés par le proton a la même dépendance par rapport à l'espace, par rapport à la distance, que la force gravitationnelle. Vous savez que la force gravitationnelle, elle décroît comme l'inverse du carré de la distance. Eh bien, la force électrique, elle décroît elle aussi comme l'inverse du carré de la distance. Donc c'est des systèmes qui, du point de vue dynamique, sont exactement les mêmes. Et donc tous les calculs sont faits.
Les calculs ont été faits par Kepler et Newton. Donc il n'y a plus rien à faire. Le fait que la force soit en 1 sur R2, ça signifie que les électrons vont avoir une trajectoire autour du proton qui sera une trajectoire elliptique, comme les planètes ont une trajectoire elliptique autour du Soleil. Donc si je prends l'atome le plus simple, qui est l'atome d'hydrogène, l'électron tourne autour du proton selon une trajectoire elliptique dont le proton occupe un des foyers. De la même façon que la Terre tourne autour du Soleil selon une trajectoire elliptique dont le Soleil occupe un des foyers. Pareil, tous les calculs sont faits. Et c'est ce qu'on appelle le modèle de Rutherford. Et c'est un modèle ultra agréable. Pourquoi? Parce que quand un électron tourne autour d'un proton, l'électromagnétisme, qui était bien connu à l'époque, dit que ces électrons rayonnent de la lumière. Un électron qui tourne, ça envoie de la lumière. Et donc on comprend pourquoi les atomes émettent de la lumière. Donc Rutherford tout content. On comprend la structure de l'atome et on comprend pourquoi cette structure permet l'émission de lumière par les atomes. Le problème, c'est que vous voyez, cette lumière qui est émise par les atomes, c'est pas celle qu'on mesure. Parce que dans l'atome de Rutherford, l'électron est censé tourner sur une ellipse, bon, on va dire un cercle, mais comme il perd de l'énergie parce qu'il émet de la lumière, les lois de Kepler qu'on a invoquées tout à l'heure disent que la trajectoire de l'électron doit devenir de plus en plus confinée, se rapprocher du noyau, et l'électron doit finir par tomber sur le noyau. Donc si Rutherford a raison, certes, l'atome émet beaucoup de lumière parce qu'il émet toutes les longueurs d'onde dans sa chute, mais l'électron doit finir par tomber sur le noyau, parce qu'il a perdu son énergie, en émettant de la lumière. Ce rayonnement qu'émet un électron qui tourne autour d'un proton, c'est ce qu'on appelle le rayonnement synchrotron. Parce qu'en fait, une particule chargée qui est accélérée, accélérée, ça ne veut pas dire qu'on augmente sa vitesse, ça veut dire qu'on change sa vitesse. Donc si par exemple, qu'elle garde la même vitesse mais qu'elle change de direction, elle suit un virage si vous voulez, eh bien elle émet de la lumière. Le synchrotron Soleil qu'on a inauguré à Saclay il y a 1 mois, c'est une machine qui accélère des électrons dans un anneau de quelques centaines de mètres, et ces électrons, comme ils tournent, ils émettent de la lumière synchrotron qu'on récupère pour faire de la physique. Ça s'appelle Soleil, mais ça n'a rien à voir avec le Soleil. D'accord? Là, j'utilise des termes qui peuvent prêter à confusion, mais... Donc ça, c'est de la lumière synchrotron. D'accord? Cette lumière étant émise par l'électron qui tourne autour du proton, va finir par provoquer l'effondrement, la chute de l'électron sur le noyau, et du coup, il n'y a plus d'atome. Donc, d'après le modèle de Rutherford, l'atome est une entité physique de durée très courte. Et quand on fait le calcul, on trouve 1 nanoseconde, c'est-à-dire 1 milliardième de seconde. Donc ça, c'est contraire avec l'expérience. Les atomes sont des êtres stables, en tout cas ceux qui ne sont pas radioactifs. Ils sont là, ils restent là, ils sont permanents, et donc le modèle de Rutherford ne marche pas. Et celui qui va le comprendre, c'est Niels Bohr. D'accord? Et en 1913, donc 2 ans après que Rutherford ait fait son modèle, il va proposer un autre modèle de l'atome qui permet de comprendre le spectre de la lumière émise par l'atome d'hydrogène sans expliquer pourquoi le spectre est comme il est. Il va faire une hypothèse qui viole la physique classique. C'est ce qu'on appelle le modèle de Bohr. Il est le premier à proposer un modèle de l'atome contraire aux lois de la physique classique. Il dit, je ne sais pas quelle est la nouvelle physique qui vaut au niveau de l'atome, j'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que la physique classique est fausse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'électron autour d'un noyau ne peut pas tourner n'importe où et ne peut pas tourner n'importe comment. D'accord? Il peut tourner selon cette trajectoire-là, par exemple, une sorte de cercle, voilà. Puis il peut tourner sur ces 3 autres cercles ici, puis sur d'autres cercles, etc. Mais il n'a pas le droit de tourner, par exemple, entre ces deux-là. La trajectoire que j'essaie de pointer là est interdite pour l'électron. Autrement dit, au lieu que l'électron puisse tourner n'importe comment sur n'importe quelle ellipse, conformément à ce que proposait le modèle de Rutherford, Niels Bohr propose un modèle dans lequel
certaines trajectoires sont autorisées pour l'électron et toutes les autres sont interdites. Bon, ça c'est inexplicable. C'est une sorte de postulat, si vous voulez, qui n'explique pas. Qu'il justifie, mais sans donner une véritable explication. D'accord? Et il ajoute un truc encore plus dingue. C'est que quand un électron tourne sur une orbite autorisée, par exemple sur le premier cercle que j'ai dessiné là, il ne rayonne pas d'énergie. Il ne rayonne pas de lumière. Donc il tourne sur une orbite autorisée sans émettre de lumière. Et ça, c'est contraire à l'électromagnétisme. L'électromagnétisme dit qu'une particule chargée qui tourne, elle émet de la lumière. Donc, vous voyez, il viole plusieurs fois la physique classique. D'accord? Donc on pourrait dire, c'est un doudingue, il invente des modèles farfelus, un peu comme les physiciens qui essaient de montrer que la formule de Planck est fausse. D'accord? Mais il a un argument, Planck. Niels Bohr. Il a 22 ans à l'époque. Hein. C'est de dire, grâce à mon modèle, je comprends ces fréquences qui sont détectées expérimentalement. Pourquoi? Parce que je postule que l'électron qui ne peut pas émettre de lumière quand il tourne sur une orbite autorisée, il est quand même capable de passer de cette orbite-là, par exemple, à celle-ci. Ou bien de celle-là et de monter sur celle-ci si on lui donne de l'énergie. Autrement dit, dans mon modèle, l'électron est capable de faire un saut quantique, comme on l'appellera, entre une orbite autorisée et une autre orbite autorisée. Et quand il fait ça, il émet de la lumière. Ou bien quand il passe d'une orbite basse vers une orbite haute, il absorbe de la lumière, donc il faut qu'il y ait de la lumière qui soit là, il l'absorbe. D'accord? Et donc, par exemple, voilà l'énergie de l'électron quand il est sur le premier cercle. Voilà l'énergie de l'électron quand il est sur le deuxième cercle, puis le troisième cercle, etc. Donc vous avez une quantification de l'énergie, il y a des valeurs autorisées pour l'énergie, toutes les valeurs intermédiaires, celles-ci par exemple, ou celles-là, sont interdites. Eh bien, quand l'électron est là et tombe là, il va émettre une certaine énergie. Un photon d'une certaine énergie. Quand il est là et qu'il tombe là, il va émettre de la lumière qui en l'occurrence sera rouge. D'accord? Donc à chaque fois qu'il passe du niveau d'énergie EN au niveau d'énergie EM, il va émettre une fréquence lumineuse d'énergie nu NM égale à, donnée par cette formule, H nu NM est égal à EN moins EM. Ça, c'est des propriétés de la matière, de l'électron dans l'atome. Ça, c'est des propriétés de la lumière. Et donc la constante H, par ce biais-là, se trouve injectée dans la matière. D'accord? H, c'était la lumière, maintenant ça devient aussi la matière. Donc le travail de pénétration que j'évoquais tout à l'heure fait son chemin. D'accord? Après 14-18, je ne vous fais pas un dessin, alors plutôt j'ai fait un dessin, mais ce n'est pas des périodes propices pour la physique. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, et de toute la barbarie qui l'a accompagnée, la physique quantique qui est en train de naître va bénéficier d'une aide indirecte mais précieuse, une aide très détournée, c'est la relativité générale. Vous savez que l'idée de la relativité générale, elle est venue à Einstein en 1907, quand il était au bureau des brevets à Berne. Je comptais vous en parler, mais j'ai pas le temps, donc on fera ça une autre fois. Mais cette idée, il va mettre 10 ans à la formaliser complètement, et donc il va publier ce qu'on appelle la relativité générale en 1916. D'accord? Donc lui, il ne fait pas la guerre, et il travaille, etc. Et il produit les équations d'Einstein en 1916, qui sont une révolution dans les relations entre l'espace, le temps, la matière et l'énergie, etc. C'est la relativité générale, dont je n'ai pas le temps de parler. Mais ce que je veux vous montrer, parce que là on fait de l'histoire finalement, c'est que cette relativité générale va avoir un impact sur les jeunes au sortir de la Première Guerre mondiale extraordinaire. Parce que en 1919, après la guerre donc, on va prouver qu'une des implications de la relativité générale est vraie. Et c'est Eddington, un physicien anglais, qui va monter une grande expédition qui prouve qu'effectivement, la lumière peut être déviée par la matière.
une étoile ou une galaxie est capable de changer le trajet de la lumière qui ne va plus en ligne droite mais subit une déviation dont la valeur est égale à ce que prévoyait Einstein. D'accord? Et il suffit de lire les journaux de l'époque pour voir que cet événement-là va faire la une de tous les magazines. En 1919, tous les journaux parlent de relativité générale. À la une des journaux, hein. Ça vous donne une idée de ce que... Il y a même des explications, de la vulgarisation, des articles, pas toujours clairs, mais pas toujours... Il y a beaucoup de confusion, si vous voulez, mais on parle au grand public de relativité générale. C'est impensable aujourd'hui. Vous voyez même pas Le Monde faire sa une sur un truc quantique, quoi. En tout cas, pas à pleine page. D'accord? Alors, il faut essayer de comprendre psychologiquement pourquoi les gens se sont intéressés à la relativité générale à l'époque. Eh bien, c'est que la Première Guerre mondiale, avec la barbarie qui l'a accompagnée, et avec le constat qu'une civilisation qui se croit la plus évoluée de la planète est capable de céder à la barbarie la plus sauvage, c'est-à-dire que les gens à l'époque avaient de l'appétit pour les idées neuves, quelles qu'elles soient. D'accord ? Ils avaient un goût forcené pour l'innovation, un penchant pour les ruptures. D'où le dadaïsme, toutes les révolutions culturelles, artistiques qui ont accompagné cette période. Alors plutôt que de vous faire un long exposé là-dessus, je me contenterai de citer une phrase d'un roman de Emmanuel Berg qui s'appelle Sylvia. Il dit « La guerre avait laissé un certain désespoir dans le cœur de chacun. L'après-guerre fut néanmoins une époque d'espérance, de foi secrète. Les toniques ne manquaient pas. Les révolutionnaires avaient Lénine, les industriels avaient Ford, les savants Einstein, les psychologues Freud. Les gens voulaient des idées neuves. Et il se trouve que les travaux d'Einstein vont fasciner la jeune génération, notamment les gars de 17-18 ans qui sont au lycée ou dans des écoles d'ingénieurs, qui vont contribuer plus tard à l'invention de la physique quantique. Et en fait, quand vous regardez les pères fondateurs de la physique quantique, et ce sera mon dernier transparent, pardon, vous les avez à peu près tous là, je n'ai mis que les théoriciens, ceux qui vont inventer les nouveaux concepts qui vont permettre de comprendre la structure de la matière à petite échelle. Vous avez une première génération de type jusqu'à Iron Fest, là, qui sont, disons, assez vieux. C'est ceux qui vont fabriquer ce que Paoli appellera l'Ancien Testament, c'est-à-dire une physique quantique qui s'imprègne encore beaucoup de valeurs, de concepts classiques. C'est une physique quantique qui n'est pas encore complètement quantique, qui reprend des idées de la physique classique, qui reste l'archétype, si vous voulez. Et puis, vous avez des jeunes gars qui vont casser la baraque et qui sont tous nés entre 1900 et 1905. D'accord ? C'est donc des gars qui avaient moins de 20 ans quand on a parlé de relativité générale dans les journaux. Et il se trouve que tous vont étudier la relativité générale en autodidacte. Parce qu'évidemment, elle n'est pas enseignée. D'accord ? Ils vont l'étudier en autodidacte. Et puis, au bout de quelques années, ils vont délaisser la relativité générale pour s'intéresser à l'atome. Parce que l'atome est en crise. D'accord ? Mais le mécanisme, c'est le suivant. C'est que la relativité générale, qui n'a rien à voir avec l'atome, leur donne le signal qu'il se passe des choses en physique théorique. Et ils vont quitter leurs études d'ingénieur pour faire de la physique théorique. Et ayant mis le pied dans la physique théorique, ils vont changer de sujet et s'intéresser à l'atome. Et c'est eux qui vont faire la physique quantique. Et on pourrait donc dire que ce qu'ils vont faire collectivement pendant une petite décennie, entre 25 et 35, c'est l'équivalent collectif de ce qu'Einstein a fait tout seul en 1905. 1905, c'est l'année miraculeuse de la physique, comme on l'a appelé, parce qu'Einstein fait 5 papiers incroyables tout seul. Enfin, quasiment tout seul. Eux, collectivement, ils vont faire la même chose. Mais pendant plus longtemps, pendant une petite décennie. Et c'est absolument miraculeux. C'est-à-dire, quand vous regardez les papiers de ces gens, notamment là, les 2 années miraculeuses qui sont 1925 et 1926, vous comprenez même pas comment ils ont fait. Des gars de 22-23 ans qui publient des articles incroyables, avec les nouveaux concepts. Et tout le génie européen fonctionne à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont des cultures nationales. Un Allemand comme Paoli, ou un Autrichien plutôt, parce qu'il était viennois, n'écrit pas la physique comme un Anglais comme Dirac, qui lui-même n'écrit pas la physique comme un Allemand comme Heisenberg, qui n'écrit pas comme un Russe comme Gamow, etc. Mais mises ensemble, toutes leurs contributions
vont conduire par agrégation à un nouveau formalisme qui est la physique quantique. Et j'insiste sur ce point. Pour que la physique quantique advienne, il fallait les génies nationaux de tous les pays européens. Et le drame, moi je lis ça comme un drame, c'est que l'Europe, parce que c'est une invention européenne, il n'y a pas un Américain dans le tas. L'Europe a produit le meilleur, c'est-à-dire cette bande d'Holobrius, en même temps qu'elle a produit le pire. Hitler, Staline, Mussolini. Et l'ironie de l'histoire, c'est que tous ces gens vont devoir quitter l'Europe. À partir des années 33, comme Einstein, etc., ils vont quitter l'Europe, ils vont aller aux États-Unis parce qu'on les a chassés, et ils vont livrer la physique clé en main aux États-Unis. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose de tragique. Alors, pour finir, peut-être quelques noms. Einstein, Bohr, on en a parlé. Sommerfeld, qui était un vieux professeur, qui a formé tous ces jeunes-là. Hermann Weyl, qui va faire des travaux très importants. Max Born, qui est là. Schrödinger, qui lui est un type assez bizarre, parce qu'il va écrire l'équation de Schrödinger en 1925, à la fin de l'année, mais il n'a rien fait avant. Il a 37 ans. D'accord ? Il n'a rien fait avant, et s'il était mort à 36 ans, on ne connaîtrait même pas son nom aujourd'hui. Je passe sur les circonstances qui l'ont fait découvrir son équation. Enfin, si j'en dis un mot, c'est que, il l'a dit lui-même, il a trouvé l'équation de Schrödinger à l'occasion d'un voyage qu'il avait fait dans une station des sports d'hiver en Suisse, dans les Grisons, avec l'une de ses maîtresses, avec l'autorisation de sa femme. Et il a trouvé l'équation de Schrödinger à l'issue de ce qu'il a appelé un épisode érotique fulgurant et tardif. Il était obsédé par les femmes, Schrödinger. Malgré sa tête un peu sinistre, il a eu un nombre de maîtresses incalculable, non dénombrable, si vous voulez, sur lesquelles il a beaucoup écrit. Ehrenfest, grand ami d'Einstein, qui n'a pas fait de contribution absolument majeure en physique quantique, mais qui a joué un rôle très important parce que c'est lui qui a obligé tous les grands physiciens de l'époque, les créatifs comme il les appelait, à se parler. Donc il les invitait à l'aide, où il avait un poste de professeur de physique, et il a obligé Einstein, Bohr, Pauli à discuter, à mettre leurs idées en contact pour voir si de nouvelles idées pouvaient en sortir. Et c'est lui notamment qui va provoquer au Congrès Solvay 1927 tous les débats sur l'interprétation de la physique quantique. Il est mort tragiquement puisqu'il s'est suicidé en 1933 pour des tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir. De Broglie, qui a été le seul physicien du XXe siècle à avoir le prix Nobel pour sa thèse, avec un autre qu'il a eu, qui est Toft, qui a eu, je crois, le prix Nobel en 1999 pour les mêmes raisons. Mais De Broglie, il a fait quelque chose d'assez incroyable dans sa thèse en 1923. Pauli, né en 1900, mort en 1958, qui a écrit des articles de relativité générale publiés dans des revues à référie en terminale. En 1918, il avait 18 ans. Il a écrit des articles sur la relativité générale qui avaient été publiés en 1916 dans des articles à référer, dans des revues à référer. Donc il étudiait la relativité générale en lisant les articles d'Einstein pendant ses cours de maths. C'est pour vous donner une idée du calibre de ces gens. Bon, c'est lui l'inventeur du principe d'exclusion de Pauli, c'est lui l'inventeur du neutrino, il fait énormément de choses. Heisenberg, principe d'indétermination, lui aussi est né en 1902. Il publie le principe d'indétermination en 1925. Gamow, né à Odessa, en Ukraine, qui va lui aussi commencer par la relativité générale. Il va étudier avec Friedman, etc. Et puis il va s'intéresser ensuite à l'atome. C'est lui qui prédit une des premières implications de l'équation de Schrödinger, qui est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Il a une vie rocambolesque. Il écrit des livres sur la physique quantique, Les aventures de M. Tompkins, dans lequel il met en scène un personnage qui rêve que la constante de Planck, au lieu d'avoir la valeur minuscule qu'elle a une valeur énorme. Et donc tous les effets quantiques qui sont cachés dans la vie courante deviennent perceptibles dans ses rêves. Donc il n'y a plus de droit de propriété, parce que la voisine peut débarquer chez vous par effet tunnel en franchissant le mur, etc. Il n'y a plus de droit de propriété. On ne peut plus dire « je possède ce lit » à cause des fluctuations quantiques, etc. Uhlenbeck, le découvreur du spin. Dirac, né en 1902 à Bristol, qui va faire des choses absolument incroyables, et notamment prédire l'existence de l'antimatière, en essayant d'unifier la relativité d'Einstein et la mécanique quantique.
Et puis un dont on parle moins, mais qui est un ovni, un extraterrestre, qui s'appelle Ettore Majorana, qui est né en Sicile, à Catane, en 1906. Donc on vient de fêter sa mort. Enfin, pardon, je dis une bêtise, on vient de célébrer son centenaire. On ne sait même pas s'il est mort et vivant, puisqu'il a disparu en 1938. Et c'est un type absolument incroyable. Autant ceux-là sont des génies, il n'y a pas de doute là-dessus, ce sont des génies. Mais on arrive, en travaillant beaucoup, à suivre leur raisonnement. Lui, c'est vraiment un extraterrestre. Il est hors catégorie, si vous voulez. Il est tellement hors catégorie qu'il a vite compris qu'il ne pouvait même plus discuter avec les physiciens de son époque. Et donc il s'est arrangé pour faire en sorte que ces articles soient lus 40 ans plus tard. D'accord ? Et on a célébré donc le centenaire de sa naissance à Catane au mois d'octobre 2006. Et j'y suis allé, il y a eu des présentations incroyables de gens qui ont découvert dans les manuscrits de Majorana des idées ou des calculs qui ont été retrouvés 40 ans plus tard. Il a donné par exemple des brouillons à l'un de ses élèves avant de disparaître. Vous savez, il a une vie rocambolesque que je n'ai pas le temps de raconter, mais il a disparu en 1938, à 31 ans, après 4 ans de violente dépression. Mais il s'est arrangé pour que ces articles ressortent beaucoup plus tard. Et il en a donné notamment certains à ses étudiants. Après, il a disparu, il a pris le bateau pour Palerme, mais on n'a plus trouvé sa trace. Il a annoncé son suicide, puis en fait, il a annoncé qu'il ne se suicidait pas, etc. C'est une histoire très mystérieuse, mais on a retrouvé certains de ses papiers. Et on a notamment retrouvé dans un des articles qu'il a remis à l'un de ses élèves le jour de sa disparition, le formalisme de l'électrodynamique quantique, qui a été redécouverte en fait par Feynman beaucoup plus tard. Donc ce type avait tellement d'avance qu'il a préféré disparaître plutôt que de continuer à collaborer avec ses pairs. Et je pense que très bientôt vous allez entendre parler de Majorana, puisque tous les jours on voit une bombe exploser à son sujet. Et bientôt on va résoudre la question de savoir si les neutrinos sont des particules telles que Dirac les avait envisagées, ou des particules telles que Majorana les avait envisagées. La question se pose encore de savoir si les neutrinos sont les mêmes particules que leurs antiparticules ou si ce sont des particules différentes. Et c'est Majorana qui avait posé cette question. Bon, j'ai pas terminé l'historique, je suis désolé, mais j'avais peut-être prévu d'autres choses, donc je préfère m'arrêter pour que vous ayez le temps de poser une question. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, il y a une question là au premier rang. C'est au sujet de cet électron qui tourne sans émettre de rayonnement électromagnétique. Est-ce qu'on doit admettre cette impossibilité comme un paradoxe inexplicable, ou est-ce qu'on peut expliquer cette différence énorme entre la théorie quantique et la théorie classique? D'abord, le modèle de Bohr ne fait pas partie de la théorie quantique. Il a permis de la lancer. Le modèle de Bohr, il est faux. Il est faux. L'électron n'a pas une trajectoire comme Bohr l'avait imaginé. C'est simplement une étape qui a permis d'injecter la constante de Planck dans la matière et ensuite qui va conduire à la révolution des années 25. Le vrai formalisme de la physique quantique, c'est 23, 24, 25, 26. D'accord ? Donc le modèle de Bohr, il est faux. Il est faux. L'électron n'est pas sur une orbite bien définie sur laquelle il ne rayonnerait pas. D'accord ? Au passage, j'ai consulté les ouvrages, les manuels de seconde sur l'atome. Et dans trop de manuels, on présente l'atome de Bohr comme l'atome d'aujourd'hui. D'accord ? Dites-vous bien que dès lors qu'on vous dessine un atome, le dessin qu'on vous propose est faux. D'accord ? Il n'existe pas de dessin vrai de l'atome. D'accord ? Puisqu'on le verra la prochaine fois, la physique quantique, c'est ce qui permet de faire un travail iconoclaste à propos des représentations de l'atome. Donc avec des arguments quantiques, je pourrais vous expliquer pourquoi l'électron ne peut pas avoir l'atome qu'il aurait dans l'atome de Bohr. D'accord ? Il n'y a pas de trajectoire possible pour l'électron. Il n'y a pas de représentation de l'atome possible avec une craie sur un tableau. D'accord ? On pourrait dire, c'est la phrase de
de Schrödinger, qu'il avait d'ailleurs ulcéré, c'est que la physique quantique, telle qu'elle est interprétée de façon orthodoxe, conduit à la non-picturabilité des choses. Nous ne pouvons plus dessiner les objets de la physique. D'accord ? Et ça va enclencher des frustrations terribles qui vont conduire à l'opposition entre Einstein et Bohr. Ou même plus généralement à l'opposition entre Schrödinger, Einstein, De Broglie, et puis tous les autres, Bohr, Pauli, Heisenberg, etc. L'opposition entre ceux qui disent la physique doit nous dire comment sont les objets et comment ils interagissent, comment leurs interactions développent des scénarios qui soient représentables dans l'espace et dans le temps, et puis ceux qui disent, non, dessiner un atome, dessiner des objets quantiques, c'est impossible. La seule chose qu'on pourra faire, c'est prédire les résultats des expériences que nous ferons sur eux. Donc vous voyez qu'il y a deux visions de la physique qui vont s'opposer. Ceux qui disent la physique doit être une vision du monde, et ceux qui diront non, ça c'est de la métaphysique. La physique doit simplement nous dire quelle est notre interaction avec le monde. D'accord ? Et donc ceux-là accepteront parfaitement la frustration qui peut naître du fait que les objets ne sont pas représentables par des dessins. Donc si vous avez la possibilité de faire passer le message, qu'on ajoute au moins dans les manuels scolaires une petite phrase disant que le modèle de Bohr est faux. Attendez, on va vous passer un micro, monsieur. Là, sur Bohr, il y en a une. Là. Oui, bonjour. Justement, je suis prof de physique-chimie et donc j'ai enseigné en classe de seconde. Et vous imaginez bien effectivement la difficulté qu'on peut avoir à expliquer à des élèves de 15 ans ce qu'est réellement un atome. Donc on prend effectivement tout un tas de précautions quand on fait ce chapitre. On présente évidemment d'abord le modèle planétaire tel que vous l'avez présenté. On s'empresse... Excusez-moi, je ne vous vois pas. Je suis là, pardon. Là. Ah, ok. On s'empresse bien sûr évidemment de dire que ce modèle est faux, puis ensuite on présente le modèle de Bohr en disant qu'il se rapproche effectivement plus de l'objet réel, puis on dit que ce modèle est faux, mais de toute façon, à cet âge-là, on est forcément obligé de passer par un modèle qui certes n'est pas vrai, mais voilà. Mais moi, j'ai rien contre les modèles, parce que de toute façon, d'un point de vue heuristique, d'un point de vue historique, ils ont joué un rôle heuristique fondamental. Sans modèle de Bohr, il n'y aurait pas eu de physique quantique, sans doute. Donc c'est capital. Simplement, il faut montrer que c'est une étape vers d'autres conceptions qu'on n'est pas obligé d'évoquer, mais qu'on doit simplement, dont on doit signaler l'existence. Vous voyez, ma furie en lisant les manuels ne vient pas d'ailleurs de l'atome de Bohr. Elle vient du fait que dans 3 manuels sur les 10 que j'ai lus, alors c'était il y a 3 ans, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, ils ont peut-être été corrigés, il y avait un contresens sur l'expérience de Rutherford. Contresens flagrant. Je vous rappelle ce qu'a été l'expérience de Rutherford en 1911. Rutherford prend une feuille d'or, donc une feuille très mince, constituée d'or, particules d'or. Et il envoie sur cette feuille d'or des particules alpha. Bon, en fait, on ne savait pas très bien ce que c'était à l'époque, c'est des noyaux d'hélium, peu importe, c'est des particules, pas mal d'énergie, qui sont issues d'un atome radioactif. Et à l'époque, la conception qu'on avait de la matière laissait entendre que ces particules alpha devaient traverser la feuille d'or. Elles devaient toutes traverser la feuille d'or, certaines étant éventuellement déviées légèrement de leur trajectoire rectiligne par la présence des charges positives et négatives qui sont présentes dans la matière. D'accord ? Et la surprise, quand Rutherford a fait l'expérience, notamment de 2 de ses étudiants, ça a été de voir que une petite proportion des particules alpha faisait demi-tour. Elles rebondissaient sur la feuille d'or, alors que Rutherford s'attendait à ce qu'elles traversent toutes. Bon, il a gambergé pas mal de temps, mais dans son cahier de manip, il dit le jour même, j'ai été aussi surpris que si on m'avait dit qu'une balle de revolver était capable de rebondir sur une feuille de papier à cigarette. Vous avez des particules de haute énergie qui rebondissent sur une feuille très mince, ça paraît absurde. Elles devraient traverser.
D'accord ? Et c'est après réflexion qu'il en a déduit que en fait, l'atome était plein de vide, etc., etc. Eh bien, ça donne dans quelques livres de seconde, j'espère qu'ils ont été corrigés, ça donne ceci. Compte tenu des connaissances qu'on avait sur la matière à l'époque, Rutherford s'attendait à ce que toutes les particules rebondissent. Aux surprises, quelques-unes passent au travers. Conclusion, la matière est faite de vide. Comment voulez-vous qu'un élève comprenne? Alors j'en ai parlé à des profs de physique qui m'ont dit qu'effectivement ils avaient commis l'erreur et ils m'ont dit c'est pas grave, ce qui compte c'est la conclusion. Et là je suis entré en furie. Oui, concernant ce modèle des atomes, il existe effectivement des électrons qui doivent se trouver à un moment, à un lieu, et qui doivent certainement aussi avoir une certaine vitesse. Et est-ce qu'on ne peut pas faire un système, au lieu de faire représenter par un système physique, mais par un système dynamique, c'est-à-dire en image de synthèse, en image 3D, qui permettrait de modéliser cet atome? Non. La réponse est non. Il y a une question. Mais, là. non, la réponse, ça sera la réponse plus complète, ça sera dans les 2 cours qui vont venir. Mais j'ai déjà massacré l'historique. Si je massacre le formalisme, ça va plus aller. L'aboutissement, finalement, de tous ces travaux, c'est que la matière et l'énergie s'échangent par paquets. Et à un moment donné, vous avez même dit, finalement, un quantum, c'est de l'énergie. Alors, est-ce qu'on peut dire non, un quantum d'énergie, c'est de l'énergie. Il y a d'autres quantums, oui, d'autres quantas. Est-ce que ça remet en question, pour les physiciens, la définition qu'on doit donner de la matière et la définition qu'on doit donner de l'énergie? Et d'autre part, pourquoi la constante H a sa valeur? Ça, j'en sais rien. Pourquoi la constante H vaut... Enfin, il faut demander à Dieu pour ça. Moi, je n'ai pas de relation personnelle avec Dieu, donc je ne sais pas pourquoi H vaut ce qu'elle vaut. Maintenant, définition de l'énergie, non. Définition de la matière, on n'a pas de définition de la matière, donc tout va bien. On ne peut définir la matière que de façon négative. C'est-à-dire, nous, ce qu'on appelle la matière, c'est ce qui n'est pas esprit, ce qui n'est pas conscience, ce qui n'est pas projet. Voilà, donc après, on peut attribuer des propriétés à la matière qui sont celles qu'on tire de l'expérience courante. Par exemple, on peut dire la matière, d'après ce que je vois en regardant ce bureau, elle est solide, elle est impénétrable, elle est localisée dans l'espace, elle se conserve. Donc on peut non pas la définir, mais la caractériser. Et bien ce que montre la physique quantique, mais j'en ai pas dit assez pour que vous en ayez conscience, c'est qu'aucune de ces propriétés ne subsiste au niveau microscopique. Les particules ne sont pas localisées dans l'espace, la matière ne se conserve pas, les objets quantiques n'ont pas une géométrie bien définie, etc. Donc toutes les propriétés de la matière macroscopique sont inexistantes ou transformées en autre chose, on verra comment, au niveau microscopique. Mais on n'a pas de définition de la matière, hein, de même que on n'a pas de définition du temps. Les concepts fondamentaux n'ont pas de définition. Puisque les définir, ça voudrait dire les rapporter à des concepts plus fondamentaux qu'eux-mêmes. La matière, c'est un concept fondamental, le temps, c'est un concept fondamental. On ne peut pas déduire le temps d'autre chose que le temps. Il y a une autre question au fond de la salle. Bonsoir. Oui. Alors, excusez-moi pour la question que je vais poser, mais je voulais savoir comment, si au niveau atomique, avec l'électron, donc l'électron tourne de façon théorique autour du noyau, comment on peut aboutir à une cohérence de la matière? Comment ça se fait que ça se tient, que vous êtes vous et que je suis moi? Alors pourquoi je suis moi et pourquoi vous êtes vous? Non, mais juste, c'est une bonne question et en même temps que je ne sais pas y répondre. C'est-à-dire, ce qu'on verra la prochaine fois, c'est qu'effectivement, les particules quantiques sont des objets indiscernables quand elles sont identiques. Autrement dit, si vous et moi, nous étions des particules quantiques, par exemple, vous un électron et moi un électron, si je prenais votre place,
dans le système auquel vous appartenez, et si vous preniez ma place dans le système auquel j'appartiens, pour l'univers, rien ne changerait. Autrement dit, vous n'auriez pas d'identité personnelle. Toutes les particules identiques seraient indiscernables au sens où on peut prendre n'importe laquelle de ces particules et la mettre à la place de n'importe laquelle de particules de n'importe laquelle autre sans que le monde change. Et donc la question de l'identité propre de chacun d'entre nous est quelque chose qui relève d'autres arguments que ceux que la mécanique quantique utilise à propos des particules. Bon, je ne sais pas si j'ai été très, très clair, mais votre question est vaste. Hein. Qu'est-ce qui fait que moi et moi, qu'est-ce qui fait que moi je suis moi La question de l'identité, au sens personnel du terme, est une question que je n'aborderai pas ni dans le deuxième ni dans le troisième cours. On va prendre... levez la main s'il y a d'autres questions qu'on voit à peu près. Voilà, bon, on va en prendre 3, ça va ? 3 questions, il y a un impératif. 3 si les réponses sont pas trop longues. Voilà. Ça dépend de moi, les réponses. Oui, vous avez tout à l'heure parlé des relations 1 sur d au carré, la distance, valable aussi bien en électrostatique que pour la gravitation. Qu'est-ce que ça implique en fait? Parce que quand on développe le modèle de Bohr, on utilise parfaitement toutes ces relations de mécanique classique avec ça, et on retrouve parfaitement ce qu'a donné les raies de Balmer. Alors, qu'est-ce que ça implique en fait en profondeur, ce 1 sur D2? Non, mais le 1 sur D2, il n'est pas à l'origine du modèle de Bohr, il est à l'origine du modèle de Rutherford. Dans le modèle de Rutherford, la loi en 1 sur R2 dit que les orbites des électrons sont des ellipses. Mais des ellipses de n'importe quelle dimension. C'est-à-dire l'électron peut avoir n'importe quelle trajectoire elliptique autour du proton. Il y en a qui peuvent être très loin du proton, d'autres très proches. Toutes les valeurs intermédiaires sont autorisées. Et ça conduit à l'effondrement dont j'ai parlé, parce que l'électron, à la différence de la Terre, il rayonne de la lumière quand il tourne. La Terre ne tombe pas sur le Soleil parce qu'elle ne rayonne pas d'énergie, du fait de son mouvement. Alors que l'électron, du fait de son mouvement, perd de l'énergie et donc tombe. D'accord ? Donc, la similitude entre système planétaire et atomes est en fait inexacte à cause du fait qu'une particule chargée rayonne de l'énergie du fait des lois de l'électromagnétisme, alors qu'une masse comme la Terre ne rayonne pas d'énergie du fait des lois de la gravitation. C'est ça la grosse différence. Une autre question ? Oui, là, au 4e rang. Oui, lorsque Planck fait comme si Boltzmann avait raison en l'introduisant dans ses équations, est-ce que c'est pas pour démolir sa statistique à Boltzmann? Non, il a... D'abord, j'étais un peu caricatural tout à l'heure, j'ai dit que Planck n'était pas atomiste. Il ne croyait pas à l'atome. Mais en fait, en 1900, il avait un peu changé d'avis. Il était conscient que l'hypothèse atomique... Ce qu'il n'aimait pas, c'était les modèles d'atomes. Parce qu'il y avait déjà des représentations de l'atome faites par, non pas Boltzmann, mais par d'autres. Et là, il disait que ces modèles étaient parfaitement arbitraires, et c'est plutôt à propos de ces modèles que sa contestation était la plus vive. Mais il se rendait compte quand même que l'hypothèse atomique était très commode pour expliquer notamment les comportements chimiques, etc. Et donc, je pense qu'en 1900, il était quasiment atomiste. Par contre, il continuait à croire que l'entropie était une grandeur fondamentale qui n'avait pas à être interprétée en termes atomiques. D'accord ? Donc, acte de désespoir parce qu'il cède, et en même temps, il est bien obligé de constater que sa formule fonctionne. Et si elle fonctionne, alors qu'il l'a trouvée par des moyens qui étaient les siens et qui étaient très différents de ceux dont Boltzmann lui-même serait parti, ça voulait dire que il avait tout fait pour qu'elle ne fonctionne pas, et elle fonctionnait. Donc là, il est obligé de s'interroger sur... Mais comme le epsilon égale h nu n'apparaît pas directement, il a dû penser que c'était une étape intermédiaire de calcul qui n'avait pas de conséquences sur la réalité physique.
qui était simplement un truc calculatoire qui permettait de faire converger l'intégrale. En gros, c'était ça le problème. Dernière question. Bonjour. Vous nous avez présenté beaucoup de choses qui sont fausses, puisque vous avez passé longtemps de présenter des modèles disant celui-là il est faux, cette formule elle est fausse, etc. La formule de Planck, est-ce qu'elle est fausse? Non. Le nombre d'atomes est fini. Il y en a, j'ai lu un article en première page d'une gazette, je sais plus, on a récemment découvert un atome qui avait une masse de 300. Donc il y a maximum 300 modèles d'atomes. Les niveaux d'énergie sont eux aussi discrétisés. Donc le nombre de combinaisons qu'on a sur les différents atomes et les différents niveaux d'énergie qu'ils ont est fini, ou du moins discrétisé. Donc la formule qui parle d'une densité d'énergie avec un nu qui peut prendre n'importe quelle valeur, ça suppose que nu est une constante, qui est une variable qui peut être continue. Or, les modèles que vous nous présentez, le nombre de modèles d'atomes qu'on connaît est fini, le nombre de niveaux d'énergie est fini, le nombre de valeurs possibles de nu est donc fini, ou du moins discret. Non, nu c'est une variable continue. Si on Il y peut a l'obtenir. des rayonnements de n'importe quelle longueur d'onde. Par contre, un rayonnement de longueur d'onde donnée ou de fréquence donnée est structuré en quanta. Il ne peut échanger son énergie que par quanta de valeur h nu. Mais toutes les valeurs de nu sont possibles. Mais à chaque fois que vous changez la valeur de nu, vous changez la nature du rayonnement. Vous changez sa fréquence. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les valeurs de nu sont possibles. Mais quand vous avez un rayonnement de fréquence nu, il est structuré en paquets d'énergie h nu. C'est pas contradictoire. C'est-à-dire que toutes les Donc c'est valeurs. l'énergie qui est discrétisée dans le rayonnement et non pas la fréquence du rayonnement. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Oui. Voilà. Merci Étienne Klein.